Et c'est parti. Hop, il y a Stéphane qui nous rejoint. Alors, s'il y a des questions au fur et à mesure, ou des interactions, vous utilisez le chat, encore histoire de ne pas entendre les micros en permanence. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait l'interaction, qu'on puisse s'ajuster aux besoins au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à interrompre, enfin, à poser vos questions. Donc, on est là pour parler aujourd'hui crypto, gestion de patrimoine et surtout qu'on fasse un peu le point sur l'actualité pour que chacun arrive à se positionner par rapport à est-ce que c'est le bon moment d'investir, quels sont un peu les points d'entrée, les points de sortie sur ce marché et comment ça se comporte. Enfin, c'est un marché qui est encore assez récent, donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà un petit rappel que je voulais faire donc, sur les cryptos. Alors je pense que vous connaissez tous, mais globalement en fait c'est ce qu'on appelle des actifs virtuels. En fait c'est de l'argent, c'est comme de l'argent, mais virtuel. Donc on peut échanger sans passer par une banque. Et alors aujourd'hui, on peut faire même des paiements en crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas juste un actif qu'on accumule, c'est également, on peut payer en crypto. Euh, et alors le gros majeur du marché, c'est le Bitcoin, qui aujourd'hui est comparé à de l'or. On parle même d'or numérique. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est rare, qui n'a pas de régulation centrale comme on peut avoir avec une banque, la banque centrale, qui a un potentiel de valeur refuge mais surtout, enfin, par rapport à l'or, beaucoup plus de volatilité, donc beaucoup moins stable à l'heure actuelle. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un marché que vous connaissez bien ou encore assez peu pour que qu'on arrive mieux à centrer la présentation par rapport à vous. Alors, donc ici, ce que je voulais dire, donc pourquoi est-ce qu'on investirait dans les cryptos? Pourquoi s'y intéresser? Alors, aujourd'hui, ça permet vraiment une diversification, c'est parce que c'est un marché qui est assez décorrélé des actions et des obligations, donc du marché qu'on connaît mieux, des marchés financiers. On va le mettre dans la catégorie des placements alternatifs. Au niveau du rendement, donc c'est très variable. C'est un marché qui est encore assez récent, une petite dizaine d'années. Et on peut vraiment observer des rendements très élevés sur du moyen long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est croissant, enfin, en tout cas sur le Bitcoin, et puis quelques autres cryptos. Par contre, sur du court terme, c'est très volatile. Voilà. On observe aujourd'hui qu'il y a quasiment 10% des Français qui commencent à posséder des cryptos, donc ça rentre vraiment dans du patrimoine de plus en plus. Et par rapport à d'autres pays, on reste encore assez peu investi. Moi, je vous ai mis un peu des exemples, par exemple Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni. Ok, donc Stéphane, pas d'expérience. Et Jérémy, un peu de trading. Ok. Ok. Et puis donc, ce qu'on observe aussi, c'est des ETF. Alors, les ETF, pour ceux qui connaissent, c'est en fait une réplication du cours du Bitcoin qui se fait. Et ça permet en fait d'investir dans du Bitcoin sans investir directement dans du Bitcoin, on va dire. Voilà, c'est des ETF, on appelle ça des ETF. Et il y a des gros institutionnels comme BlackRock qui s'y sont intéressés récemment et qui ont créé justement un ETF Bitcoin, ce qui encourage à penser que c'est une monnaie qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'avenir. Voilà un petit peu sur l'actualité. Tac. Alors, un autre point que je voulais aborder, on nous pose souvent la question et qui invite effectivement un petit peu à de la réticence, c'est que c'est un marché qui n'a pas du tout été réglementé pendant des années, puisqu'il était complètement, on va dire, enfin, pas du tout mature. Et depuis peu, on a vu deux réglementations arriver. La première, c'est le PESAN, donc on va en parler tout à l'heure avec Tristan. Et puis maintenant, le MiCA qui est arrivé là cette année. Alors, c'est une régulation qui est en cours, hein. Tout le monde ne bascule pas MiCA d'un coup. Et donc, tous les prestataires devront être MiCA d'ici juin 2026. C'est ça, Tristan? Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et après, donc au niveau imposition, parce que c'est un autre point majeur, effectivement, pour savoir si c'est pertinent d'investir ou pas. Aujourd'hui, il y a deux façons de pouvoir déclarer ses plus-values. Donc, soit on est imposé à la flat tax, et depuis peu, il y a également l'imposition à l'IR qui est rentrée en jeu. Euh, voilà pour les points importants. OK. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est la partie patrimoniale. En fait, c'est quelle est la répartition qui est aujourd'hui préconisée par rapport à un actif comme celui-ci, qui est un actif encore très... on parlait tout à l'heure d'investissement alternatif. Donc, une exposition vraiment prudente. On parle de 1 à 5% du patrimoine. Des actifs majeurs qui sont le Bitcoin, l'Ethereum.
et puis quelques altcoins et ce qu'on appelle des stablecoins. Donc pareil, Tristan viendra un petit peu plus préciser ce que c'est tout à l'heure. Et deux stratégies majeures qu'on voit, soit le buy and hold, ça veut dire j'achète et je conserve, et puis je mise sur l'avenir, en fait, sur une croissance à long terme, qui est une bonne stratégie, par exemple, pour le Bitcoin ou l'Ethereum. Et puis, sinon, pour une stratégie plus active, on va parler de gestion de portefeuille. Et c'est pour ça que j'ai souhaité effectivement en parler avec Tristan aujourd'hui dans ce webinaire pour qu'il présente sa stratégie, comment il fonctionne. Donc là, c'est vraiment de l'allocation, de la diversification qui est fait sur le marché de la crypto-monnaie. Voilà, et donc après, au niveau, qu'est-ce qu'on préconise pour rentrer sur ce marché, vu que c'est un marché qui est comme très fluctuant? Alors, soit on arrive à rentrer sur un point bas, et c'est l'idéal, et puis on profite d'une bonne croissance, soit après, on rentre plutôt sur une méthode qu'on appelle DCA. Donc, ça veut dire de rentrer en achat régulier pour lisser en fait le prix sur son point d'entrée. Donc, par exemple, si je prends depuis janvier 2023 $100 par mois sur du Bitcoin, au total, ça me ferait 3400 euros, pardon, dollars investis. Et j'aurais à l'heure actuelle plus de 7000 dollars sur mon portefeuille. Ça représenterait une hausse de 123% en 3 ans. Donc, voilà. J'ai pris ça pour qu'on puisse comprendre un petit peu la puissance de l'investissement progressif. Et un autre point que j'ai marqué pour qu'on puisse se rendre compte, si on prend un portefeuille équivalent, mais que voilà, sur un portefeuille moyen où on a à peu près du 5% par an, mais que sur ces 5%, je viens mettre seulement 5% d'exposition en crypto-monnaie, donc de mon portefeuille sur cette même période, ça viendrait me faire une croissance donc, et passer à 6,6% de rentabilité sur ce portefeuille, sur cette période. OK? Voilà un petit peu les points importants que je voulais voir avec vous. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus sur la partie qu'est-ce que la crypto, comment je rentre dedans, quelles sont les différentes stratégies? Et après, sinon, je vais laisser la parole à Tristan pour qu'il nous présente Crypto Asset Management et la spécificité qu'il a lui, et puis surtout son retour sur le marché crypto aujourd'hui, qui est un point essentiel, qui a souvent des hauts et des bas, on va dire, dans l'euphorie euh, et le cœur des personnes. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça? OK? Ok, ça marche, super. Allez, Bon, bah, du merci. coup, je vais prendre la suite. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est tout bon? Ouais, Ouais, ok. c'est tout. Alors, moi, par contre, je vois pas les questions. Oui, c'est bon, j'ai remis le chat. Très bien. Donc, du coup, donc moi, je m'appelle Tristan Goutte. J'ai fondé Crypto Assets Management il y a maintenant 5 ans. Donc, c'est une société de gestion de portefeuille sous mandat, donc spécialisée dans les cryptoactifs. Nous sommes enregistrés en tant qu'Opsan auprès de l'AMF, hein, donc c'est un enregistrement qui est obligatoire. Euh, donc le statut de PSAN, c'est un statut qui aujourd'hui se superpose avec MiCA, donc ce que tout à l'heure Véronique disait, c'est-à-dire que le PSAN fait partie de la loi Pacte et en gros aujourd'hui tous les nouveaux acteurs doivent être MiCA compliance et les acteurs qui sont PSAN ont une durée de superposition pour se mettre en conformité avec MiCA, hein. Nous on est en cours aujourd'hui de dossier pour obtenir l'agrément MiCA, hein. Donc c'est vraiment la deuxième marche. Donc voilà. Donc pour résumer, nous, ce qu'on propose, donc, c'est vraiment de la gestion sous mandat d'actifs numériques sur le long terme, pour l'investissement de long terme, avec donc des gestions de cycle. Donc, historiquement, on reviendra là-dessus. Historiquement, les cryptoactifs, notamment le Bitcoin, hein, qui est la première crypto qui a été créée, qui est évidemment la principale, qui a donc des cycles historiques de 4 ans de marché haussier, marché baissier, et ça se répète. Voilà, tous les 4 ans. Pourquoi tous les 4 ans? Parce que historiquement, lorsque le Bitcoin a été créé, il y a un protocole hein, qui établit les règles de fonctionnement de cette crypto et de cette blockchain. Il est écrit donc en gros qu'il y allait avoir une émission monétaire de Bitcoin de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes. Puis 4 ans plus tard,
on divise par 2, donc il y a 25 bitcoins toutes les 10 minutes, et on redivise par 2, ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, on est à 3 et quelques bitcoins toutes les 10 minutes, et ça se divise par 2 à chaque fois. Et donc, forcément, ça a engendré des cycles, hein, historiques de 4 ans suite au choc de l'impression monétaire qui se réduisait, hein, tous les 4 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que les cycles ont pris cette cadence. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ces cycles de 4 ans existent encore. Et donc, on a appris à naviguer au travers de ces cycles, hein, marché haussier, marché baissier. Donc, l'objectif, c'est très simple, hein, d'être le plus exposé possible à la fin d'un marché baissier et de se désexposer, hein, d'être protégé en stablecoin à la fin du marché haussier. Alors, stablecoin, c'est quoi? Ce sont des jetons, des cryptos, qui valent 1 $, donc qui permettent de se protéger. Ça représente à peu près la partie cash, hein, dans un portefeuille, dans la gestion classique d'un portefeuille traditionnel. Voilà, c'est la partie cash. Donc ça, c'est le premier pilier de notre gestion. Et le deuxième, donc, c'est l'analyse fondamentale. Donc là, on va analyser chaque crypto qu'on met en portefeuille. On fait des arbitrages réguliers tous les mois pour équilibrer nos portefeuilles. Donc voilà ce qu'on fait en résumé. Donc ce qu'on propose, c'est un fort accompagnement humain tout le long de l'investissement. Donc on est là au bout du téléphone, on peut organiser un visio à tout moment avec chacun de nos clients pour discuter des cryptos, pour discuter tout simplement de l'exposition, hein, de chaque client par rapport aux cryptos ou quelle quantité de patrimoine il doit mettre dans son portefeuille crypto par rapport à son patrimoine global, hein. Donc ça, ce sont des questions évidemment qui sont personnelles, propres à chacun, en fonction de l'avidité au risque, hein, du risque, de la performance qu'on pense pouvoir générer et surtout ouais, surtout la partie risque, hein, tout simplement. Parce que la partie crypto, c'est l'actif plus risqué. C'est plus risqué que les actions, hein, plus volatile. Mais c'est ce qui fait qu'on peut avoir de plus grandes performances, hein. Ça va toujours avec performance égale risque. Euh, donc l'objectif, nous, c'est de générer de la surperformance, c'est-à-dire d'améliorer ce ratio risque-rendement en, en proposant nos services, notre expertise de gestion dans cet écosystème, puisque ça fait maintenant assez longtemps qu'on navigue dans cet écosystème, hein. Ça fait un peu plus de 8 ans pour moi personnellement, et voilà, 4-5 ans en tant que société. Euh, et évidemment, notre gestion sous mandat est très flexible. On n'a pas d'obligation, on n'oblige pas nos clients à rester investis tant de temps. Par contre, c'est fortement conseillé, évidemment, de rester investi sur le long terme. On ne fait pas de trading, hein, c'est vraiment un autre métier. On fait vraiment de l'investissement de long terme. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de recherches fondamentales sur quelle crypto, voilà, quelle crypto on va mettre en portefeuille, hein. C'est vraiment l'essentiel de notre travail. On construit des portefeuilles qui sont plutôt concentrés, une dizaine de cryptos en portefeuille, pas plus, avec une conviction long terme, 4 à 6 ans. On travaille sur le top 200 uniquement. Donc des cryptos, il y en a plus de 15 000. Un peu comme des entreprises, hein. Il y en a des milliers, des millions d'entreprises. Toutes ne se valent pas. Apple ne vaut pas la boulangerie du coin. C'est pareil pour les cryptos. Bitcoin, c'est évidemment la plus grosse, qui a une mission spécifique. Mais après, il y a toutes les autres qu'on peut appeler communément les altcoins. Mais en gros, ça veut dire les autres cryptos que Bitcoin, hein. Donc, on peut un peu tout mettre là-dedans, hein. Donc, il faut faire attention avec ces vocabulaires. Donc, en gros, nous, on reste sur le top 200 et on a toujours une partie stablecoin dans le portefeuille. Stablecoin, comme je disais, c'est la partie cash qui va varier de 0 à 100% en fonction de où on se situe dans le cycle. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, plus facile à dire qu'à faire, hein, mais l'objectif, c'est d'être à 100% stablecoin à la fin d'un marché haussier et d'être à 0% stablecoin, c'est-à-dire totalement exposé à la fin d'un marché baissier. Euh, donc voilà. Donc nous, ce qu'on fait, donc là, je reviens un peu sur nos deux stratégies. Donc on a nos deux piliers. Alors, entre-temps, vu qu'on n'est pas nombreux, n'hésitez pas à poser les questions, hein, si vous les avez sur le chat. Voilà, ça peut me permettre de rebondir, hein. N'hésitez pas. Donc du coup, sur la partie gestion de cycle, comme je disais, on suit de près les cycles historiques de 4 ans et on fait varier la partie stablecoin en fonction de où on se situe. Et on a un indicateur en interne qui nous permet de nous aider à prendre des décisions. Cet indicateur
se déplace de 0 à 100 en fonction de où on se situe dans le cycle. Euh, et il est basé sur des indicateurs on-chain, c'est-à-dire la lecture de la blockchain, hein, parce que sur la blockchain, on peut voir les transactions se dérouler de façon anonyme. On ne peut pas savoir qui fait quoi, mais une blockchain, c'est vraiment un grand livre distribué, c'est un grand livre que tout le monde peut lire, où on y voit des transactions se passer et on peut en déduire des événements, hein. Par exemple, si on se rend compte que tous les plus gros portefeuilles se mettent à vendre, bah, ça peut être un indicateur de se dire bah, on est peut-être en fin de marché aussi. Donc il y a des exemples et des modèles qui existent. Donc on prend aussi donc de l'analyse comportementale parce que bah, sur les marchés crypto, c'est comme les marchés de n'importe quel actif, hein, ce sont des humains. En tout cas, c'est l'activité humaine qui génère des comportements humains qui fait que évidemment on a les mêmes phénomènes qu'on peut avoir dans les marchés traditionnels, hein, des effets de bulle, des effets de dépression du marché et donc des fois des survalorisations, des sous-valorisations. On a des indicateurs temporels et des indicateurs sur l'analyse des marchés dérivés. Donc voilà, on étudie tout ça de près dans l'objectif d'améliorer au mieux notre gestion. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis ensuite, le deuxième, donc c'est l'étude de la tokenomics. Donc c'est un mot compliqué pour dire en gros l'analyse fondamentale. Et qu'est-ce qu'on veut dire par tokenomics? C'est parce que chaque jeton ont une quantité de jetons en circulation, ont des règles de fonctionnement qui vont varier. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend Bitcoin, hein, pour donner un exemple, Bitcoin, il y a 21 millions de jetons. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura pas plus de 21 millions au total. Alors, il y en a déjà 20 millions 500 000 qui sont émis, hein, et les derniers vont être émis dans les années suivantes. Mais on résume par 21 millions parce que ça tend vers 21 millions hein, de jetons au total. Ces jetons circulent sur la blockchain Bitcoin. Voilà, donc il faut vraiment voir des jetons qui circulent sur une blockchain, sur une infrastructure. Tout ça est numérique, évidemment, numérique comme le monde d'aujourd'hui, hein, donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, hein. Tout ce qu'on traite aujourd'hui est numérique et peut avoir beaucoup de valeur, hein, notamment les informations, hein, beaucoup d'informations qui sont totalement numériques, qui ont beaucoup de valeur. Et donc, chaque jeton, chaque crypto va avoir ses propres tokenomics. Donc, Bitcoin, 21 millions de jetons, voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, par exemple, on va prendre d'autres exemples, hein. On a des projets qui ont peut-être 100 millions de jetons. Et évidemment, voilà, il y en a peut-être que 50 millions qui ont été émis. Et donc, il va falloir prendre en considération le fait qu'on a plein de jetons qui ne sont pas encore émis. On peut avoir décelé des comportements, comme par exemple se rendre compte que l'équipe fondatrice a beaucoup de jetons propres à elle hein, dans un projet. Et donc, on va pouvoir déduire des événements, des mouvements. Par exemple, il peut y avoir des déblocages, il peut y avoir des impressions, donc création de nouveaux jetons, mais il peut y avoir aussi des destructions de jetons. Il peut y avoir du staking, c'est-à-dire le blocage de jetons. Donc, il y a vraiment plein de modèles hein, qui peuvent exister. Et donc, on étudie tout ça propre à chaque jeton. Voilà. Exactement comme un gérant de portefeuille action va étudier en profondeur une entreprise, hein. Ils vont étudier le bilan, ils vont étudier les dettes, ils vont étudier voilà, le nombre d'actions en circulation, combien la team possède d'actions. Voilà, c'est vraiment sous le même modèle. Donc, enfin voilà, notre philosophie d'investissement. Donc, nous, on essaye de penser différemment, que beaucoup d'autres gérants. Alors, il n'y a pas beaucoup de sociétés de gestion en France aujourd'hui, en tout cas sur la partie investissement long terme. Euh, on voit donc des jetons comme des parts d'entreprise hein, de long terme parce qu'ils ont une utilité propre à chacun, propre à chaque projet, hein. C'est pareil, hein, les actions de Apple elles sont liées au projet Apple et puis les actions d'une boulangerie vont être liées au projet de la boulangerie. Donc en réalité, ce qu'on étudie, c'est le projet, hein. Vendre du pain ou vendre des téléphones, c'est pas la même chose, il n'y a pas les mêmes revenus, il n'y a pas les mêmes coûts. On fait la même chose. Euh, on étudie donc les jetons avec soin. On essaye de rester le plus imperméable possible aux fluctuations du marché, au bruit de court terme, qui pour nous nous paraît plutôt être des inconvénients, parce que ça nous fait oublier nos orientations de long terme. Donc c'est très important de rester sur cette vision. On développe une culture donc de rationalité.
d'humilité et de patience, parce qu'on pense que performer dans un marché, c'est surtout lié à notre comportement, plus qu'à autre chose. C'est pas une question de moyens, c'est plus une question de comportement. Donc, on cherche des projets qui ont donc des avantages compétitifs durables, un peu comme voilà, genre Action va chercher des entreprises qui ont des avantages compétitifs. On rachète des jetons qui sont en sous-évaluation d'après nos analyses. Voilà. Nos portefeuilles sont aussi constitués des mêmes cryptos que nos portefeuilles personnels, hein, donc on est totalement aligné avec la gestion qu'on propose à nos clients. On est aligné avec nos clients. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que donc on fait de l'investissement long terme, 4 à 6 ans. On fait des arbitrages tous les mois pour rééquilibrer les positions. Par exemple, si on a un portefeuille avec 50% de Bitcoin et que les cours ont monté plus pour le Bitcoin que pour d'autres jetons, ben, on va rééquilibrer, on va en vendre un peu et on va rester à 50%. On étudie chaque crypto en profondeur. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le plus important. Euh, on fait des achats progressifs, c'est-à-dire que on sort progressivement d'un marché haussier et on se réinvestit progressivement à la fin d'un marché baissier, parce qu'on n'a jamais les tops parfaits et les bottoms parfaits, hein, les points hauts et les points bas parfaits. Mais on a des zones qui nous permettent de plutôt bien se débrouiller. Et on accepte la volatilité. La volatilité, c'est pas un danger. Le risque non plus, c'est pas un danger. Ce qui est un danger, c'est de mettre trop de risques et donc trop de volatilité dans un patrimoine. On prend souvent l'exemple du chlore, hein. Le chlore, c'est quelque chose qui est très dangereux. Si on en met trop dans la piscine, ça peut être nocif. Et pour autant, si on en met le bon dosage, on peut transformer de l'eau non potable en de l'eau potable. Donc, il faut bien prendre en compte que le chlore, c'est comme le risque. Il faut trouver la bonne dose. Donc, un peu, mais pas trop. Bah voilà, ce que Véronique disait tout à l'heure, c'est que les plus grands gérants, type BlackRock, conseillent entre 3 et 5% de cryptoactifs dans un patrimoine total. Ça a l'air d'être en tout cas la dose de risque moyen qu'on peut mettre dans un patrimoine. Et évidemment, c'est propre à chacun. Euh, donc nous, ce qu'on fait pas, c'est on fait pas de trading quotidien, pas de trading algorithmique, on prend pas d'effet de levier, on fait pas de vente à découvert. À découvert, on a un lending, on a un taux d'intérêt. On a un taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'au sein de notre gestion, lorsqu'on est à 100% en stablecoin, on va générer un taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt du marché crypto, qui est actuellement de 6%, qui peut être un bon taux hein, quand même, par rapport à la finance traditionnelle, mais qui est un taux variable, hein, c'est-à-dire qu'on peut passer des fois à 4%, 5%, des fois 7%. Mais au moins, on génère quand même un taux quand on est en mode défensif. Mais notre objectif, c'est pas de rester en mode défensif, c'est évidemment de se réinvestir au bout d'un moment. Voilà. Euh, donc voilà, je sais pas si déjà vous avez des premières questions. Ça, c'est un peu notre modèle de fonctionnement, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc la deuxième partie, c'est la méthode de sélection de nos jetons. Comment on sélectionne les jetons qu'on met en portefeuille. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les projets, il y en a plein. C'est comme des entreprises, hein, il y en a plein. Il y en a plein qui font plein de choses différentes. Et donc, nous, on se focalise sur une certaine catégorie de projets. Donc, il faut savoir qu'il existe donc les blockchains et les jetons de blockchain. Donc là, on prend l'exemple de Bitcoin, qui est une blockchain à part entière. Et les bitcoins circulent, les jetons Bitcoin circulent sur la blockchain Bitcoin. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Et la blockchain a pour objectif de s'occuper de la transmission des jetons. C'est-à-dire qu'avec une blockchain, on peut faire des transactions. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des bitcoins d'un côté à un autre de la planète aussi rapidement qu'un SMS, hein, donc quasiment instantanément. Il n'y a pas de limite de montant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas euh, de tierce personne, hein. L'avantage dans le monde des cryptos, c'est pour cette raison que c'est une véritable révolution, c'est que aujourd'hui dans le monde d'Internet, on sait faire du copier-coller. On est capable de copier des informations et de les coller, hein, de créer des transferts d'informations, mais on ne sait pas faire du couper-coller, si je peux dire. C'est-à-dire que on n'est pas capable, on était, en tout cas avant la blockchain, pas capable d'envoyer de l'argent via Internet. Pourquoi? Parce qu'on était toujours obligé de passer via une banque
Par exemple, si je voulais vous envoyer 10 euros, ben, il faut que je vous fasse un virement, c'est-à-dire que c'est ma banque qui va me prélever 10 euros et qui va créditer 10 euros sur bah, le compte bancaire de la personne qui reçoit. Donc il y avait toujours une tierce personne et donc finalement on n'utilisait pas vraiment Internet. Et la blockchain a été capable pour la première fois de générer ce qu'on appelle un coupé-collé, c'est-à-dire c'est vraiment comme un mail, sauf que le mail se transfère en fait sans qu'il y ait la copie. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est pour cette raison que avant les blockchains on ne savait pas transférer de la valeur par Internet puisqu'on ne faisait que des copier-coller, hein. Donc ça pouvait pas marcher pour envoyer un billet de 10 si je le copiais-collais, si je l'envoyais que je l'avais encore, il y aurait un problème, hein. Et donc toutes ces blockchains, une fois que le créateur, bah, c'est une personne inconnue, hein, mais on n'a pas besoin de savoir qui c'est, une fois qu'il a expliqué le fonctionnement et qu'il a publié ça, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'autres blockchains avec d'autres spécificités, hein. Et donc, chaque blockchain va avoir des spécificités. Et chaque blockchain va avoir son propre jeton natif. Donc, c'est pour cette raison que, il y a Bitcoin avec la blockchain Bitcoin, il y a l'Ether avec la blockchain Ethereum, le BNB Coin avec la blockchain de Binance, et ainsi de suite. Et donc, chaque blockchain a sa propre particularité. Donc, on n'investit pas beaucoup dans les jetons de blockchain, à part Bitcoin, qui est vraiment un cas spécifique, hein. On n'investit pas beaucoup parce qu'on a du mal à évaluer le prix d'un jeton de blockchain, puisque c'est plutôt un prix qui est lié à l'effet de réseau. Alors que nous, notre segment de recherche, c'est vraiment les applications décentralisées, les DApp, c'est-à-dire des jetons qui sont liés à des protocoles qui génèrent des rendements. Donc, on prend souvent l'exemple de AAV, qui est une plateforme de prêt et d'emprunt qui va mettre en lien des prêteurs et des emprunteurs, hein, tout ça dans le monde de la blockchain, qui va permettre donc de fournir un service de prêt et d'emprunt. Et donc, les revenus qui sont générés à cette plateforme sont redistribués aux détenteurs du jeton AAV, par exemple. Et donc, AAV va générer des revenus, va avoir une croissance, va avoir aussi des coûts de fonctionnement. Et donc, ça va beaucoup ressembler à des entreprises et ce qui va nous permettre d'étudier en profondeur la valeur fondamentale d'un jeton. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc nous, on essaye d'étudier la valeur fondamentale de chaque crypto qu'on met en portefeuille pour pouvoir investir si on pense que le prix est sous-évalué par rapport à la valeur fondamentale. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les applications décentralisées. Il y en a toutes sortes. Il faut vraiment voir un peu comme les applications d'un téléphone. Je pense que vous avez tous des téléphones. Vous rendez bien compte que vous avez plein d'applications dans vos portables. Et chaque application résout un problème. Airbnb, ça résout un problème pour se loger, pour un logement. Uber pour prendre des taxis. Blablacar, voilà. Chaque application résout un problème et derrière, il y a une entreprise. Ben là, c'est la même chose. Dans le monde des cryptos, chaque jeton résout un problème et derrière, il y a une équipe fondatrice qui essaye évidemment de développer ce projet et de faire réussir le projet en question. Voilà. Il n'y a que Bitcoin qui est totalement unique, qui est un peu le tout premier projet qui a été créé et qui est donc qui part de personne, hein, il n'y a pas d'équipe fondatrice, qui va représenter un peu de l'or numérique, hein. C'est pour cette raison qu'on l'associe souvent à ça, parce qu'il y a une quantité limitée de 21 millions de jetons. On peut en prendre des fractions, on peut avoir des fractions de jetons, mais le protocole est écrit de telle façon à ce qu'on est certain qu'il n'y aura pas d'autres bitcoins en circulation. Voilà. Et donc ça, c'est la grande plus-value de Bitcoin à part entière. Et tous les autres projets sont plutôt des projets entrepreneuriaux, si je peux dire, qui utilisent la technologie blockchain qui a été inventée donc, lors de la création de Bitcoin. Donc voilà, donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais notre objectif, c'est de trouver des jetons qui ont des vrais projets et qui ont du coup des revenus. Un peu comme derrière les applications de nos téléphones, chaque application a des revenus par rapport bah, aux services qu'ils fournissent, hein. Il y a un troisième segment qui s'appelle les NFT. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. De ça, ce sont des security tokens. Ce sont des jetons qui représentent quelque chose
dans le monde tangible, hein. Donc, par exemple, on va prendre un immeuble à New York, on va le tokeniser en 1000 jetons. Et si on possède un de ces jetons, on a le droit à un millier, un millionième de la propriété et du revenu des loyers, par exemple, de cet immeuble. Donc, en réalité, un NFT, c'est simplement une représentation numérique non fongible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger. euh, qui est unique, hein, et qui, en fait, en réalité, l'investissement se fait jamais dans le NFT, mais dans le sous-jacent derrière. Voilà. Et donc ça, c'est pas notre segment de recherche, puisque ça sous-entend des fois d'autres classes d'actifs qui ne sont pas des cryptos, forcément. Voilà sur cette partie-là. Donc ensuite, ce que nous on recherche, ce sont donc des cryptos qui sont voilà au milieu de trois grands groupes de cryptos, hein, de jetons, des cryptos qui ont des avantages compétitifs durables par rapport aux autres. Qui ont des gouvernances et des équipes qui sont voilà, historiquement liées à l'écosystème crypto et qui ont une bonne réputation et qui ont de l'historique, hein, tout simplement. Et puis évidemment, le plus important, la solidité pardon, des revenus et le design des tokenomics dont on parlait tout à l'heure, qui soit correctement designé. On va chercher nos cibles au milieu de ces trois grands groupes. Et une fois qu'on a trouvé nos cibles, on va chercher à évaluer leur valeur intrinsèque. Un peu comme un gérant action, une fois qu'il a trouvé des cibles de sociétés qui l'intéressent, il va essayer d'évaluer leur valeur fondamentale, leur bilan, leurs revenus, leur croissance. Et là, on fait la même chose. On va essayer même de projeter les bénéfices sur 3 ans, on va les actualiser, on va calculer la valeur fondamentale et après, évidemment, on va la comparer avec le prix du jeton, hein. C'est ce qui va nous permettre de savoir si on peut faire un investissement ou pas. Euh, Ensuite, notre processus de sélection de jetons, donc je ne vais pas détailler tous voilà, tous les points. Il y en a d'autres, évidemment, mais l'idée, c'est de étudier le modèle économique du jeton, étudier les tokenomics, donc le modèle, le design tokenomics du jeton, étudier l'équipe et la gouvernance, puis ensuite étudier la valeur fondamentale de la crypto. Et évidemment, on a plein de sous-catégories de recherche au sein de ces quatre grandes étapes, dont l'objectif est de trouver la valeur fondamentale d'une crypto avant d'investir dedans. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, hein, notre comportement, on pense que c'est vraiment surperformer un marché, c'est pas forcément avoir beaucoup de fonds, sinon toutes les grandes entreprises auraient les meilleures performances, c'est pas du tout proportionnel. Et on pense plutôt que surperformer un marché, c'est surtout avoir un comportement qui soit lié à beaucoup de patience, beaucoup de rationalité et beaucoup d'humilité. Donc c'est ce qu'on essaye de développer au sein de notre société. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour la deuxième partie. Il y en a une troisième sur le point de marché. Mais bon, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, donc sur le point de marché, euh, donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est en marché haussier, depuis novembre 2022. Voilà, pour ceux qui connaissent les cryptos depuis pas longtemps, il faut bien prendre en compte l'historique des cryptos. Euh, qui existe depuis 15 ans, hein, environ. Et donc, ces cycles de 4 ans, comme je disais, marché haussier, marché baissier, se répètent pour l'instant, hein, en tout cas. Et on se rend bien compte on a un marché haussier qui dure depuis novembre 2022. Et comme on peut voir sur le graphique en haut à gauche, les seuils de rentabilité des investisseurs va varier, en fait, va se déplacer entre les deux bornes, hein, la borne rouge et la borne bleue qu'on peut voir. Et lorsqu'on est vers la borne bleue, ça sous-entend que on est au fond d'un marché baissier et inversement, lorsqu'on est au-dessus de la borne rouge, on est plutôt sur un marché très haussier, c'est-à-dire que tous les gens sont en bénéfice. Et donc, on fait des parties de ping-pong entre ces deux bornes sur des cycles de 4 ans. Et donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est en train plutôt de décrocher de cette ligne rouge et on se rapproche de la ligne du milieu, hein, la ligne verte. Et plus on se dirige vers cette ligne verte, plus on a le risque d'être en marché baissier, hein. Donc, on peut le voir dans le passé, hein, sur la partie un peu gauche du graphique, on a tracé tout droit vers les seuils de la ligne bleue.
La réponse, en gros, c'est que les probabilités d'un marché baissier augmentent beaucoup lorsqu'on on franchit la zone, la ligne verte. Voilà. Sur le graphique en bas à droite, c'est un peu le même fonctionnement, mais en inversé. Donc, on voit en vert le prix du Bitcoin et en orange la distribution des jetons par les anciens détenteurs, ce qu'on appelle les détenteurs de long terme. C'est-à-dire que les détenteurs de long terme, ils ont tendance, parce qu'ils connaissent ce marché, à vendre leur crypto lorsqu'on est en fin de marché haussier, hein, prix très élevé et inversement à racheter plus tard. Et donc, on peut déceler ces tendances et on se rend bien compte sur le graphique en bas à droite qu'on a vraiment, voilà, les détenteurs de long terme distribuent leurs jetons lorsque les prix montent et les réaccumulent plus tard. Et ça fait des petits V qui se répètent une fois, deux fois, trois fois. Et là, on a une quatrième fois, c'est en train de se répéter. Alors, c'est un V très, très étalé hein, aujourd'hui, mais le principe est encore le même, ce qui sous-entend qu'on est probablement en fin de marché haussier. Et donc, on se dirige vers un marché baissier. Donc, les marchés baissiers, c'est pas la fin du monde. Ça arrive, c'est normal, c'est sain. Ça nous permet de mieux repartir. Donc, on estime que depuis qu'on a franchi par le bas les 97 000 $, on est en marché baissier actuellement. Et les marchés baissiers historiques du Bitcoin ont été des retracements. Alors, les plus gros retracements, voilà, ont été, enfin, les baisses, hein, ont été dans l'histoire 80%, 70% et 75%. Donc, ce sont des baisses très élevées. Mais bon, on a eu des hausses très élevées avant, hein, donc il faut bien prendre ça en compte. Et donc là, on pense que le marché du Bitcoin a beaucoup évolué. On n'a plus du tout les mêmes acteurs, on a des acteurs beaucoup plus gros, beaucoup plus importants qui ont des horizons d'investissement beaucoup plus grands. Et donc, on pense évidemment que la baisse de ce marché baissier sera beaucoup plus faible que dans le passé. On estime plutôt une baisse autour de 50-40% par rapport aux anciennes baisses. Ce qui nous ramènerait à un prix du Bitcoin autour de 50 à 60 000 $ par Bitcoin. Et historiquement, les marchés baissiers ont duré 10 à 12 mois. Voilà. Donc, on a des marchés baissiers de 1 an à peu près, et puis des marchés haussiers de 3 ans. Pour l'instant, ça se répète. Donc, nous, personnellement, au sein de notre gestion, on est passé 100% en stablecoin, c'est-à-dire protégé hein, en cash, depuis les 108 000 $. Donc aujourd'hui, on a protégé hein, par rapport au prix actuel qui sont autour de 90 000 et on pense que ça va continuer. Alors ça descend jamais tout droit évidemment, ça fait euh, un peu des étages, hein, ça descend par étage, donc ça peut mettre 8 à 10 mois. Ça peut être des zones intéressantes pour commencer à investir dans le Bitcoin et dans les cryptoactifs. Lorsqu'on investit avec nous au sein de notre société, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous investissez, vous êtes sur l'allocation qu'on a décidé sur le moment. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez aujourd'hui, vous seriez 100% au stablecoin. Par contre, c'est nous qui allons progressivement investir lorsqu'on pense que ça sera pertinent dans les mois qui vont venir. Voilà. Donc ça vous permet à vous, enfin à tous les clients, de ne pas se poser la question quand j'achète, ni qu'est-ce que j'achète. Parce que ça, c'est justement notre travail. Et donc nos clients, finalement, ils ont juste à faire des virements voilà, réguliers, faire du DCA, ce que Véronique expliquait, faire de l'investissement régulier tous les mois pour automatiser ça et oublier les prix. C'est la meilleure chose à faire. Et nous, on va appliquer notre filtre pour optimiser cette gestion. Euh, voilà, euh, voilà ce qu'on fait, hein, et voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, on va décider de chaque crypto qu'on met en portefeuille. Ça va permettre de booster la performance par rapport à un portefeuille qui serait moins bien optimisé, par exemple. Voilà, donc on arrive bientôt vers la fin. Donc j'ai donné un graphique des repères temporels. Donc en gros, les anciens cycles au niveau du temps, où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Donc on peut le voir, on est sur la courbe noire. On a bien avancé sur ce cycle. On se rend compte les anciens cycles orange, rouge, bleu et vert ont eu des tops, hein, des points hauts. Voilà,
on peut le voir à peu près en même temps. Donc le point orange et le point rouge, le point haut, se sont situés à peu près à proximité. Le deuxième et le troisième cycle, pardon, le troisième et quatrième cycle, donc bleu et vert, ont aussi eu un point haut, voilà, à peu près au milieu du graphique. La souris, je pense qu'on voit pas ma souris. Donc c'est à peu près au milieu du graphique. Et on se rend bien compte que le cycle noir d'aujourd'hui a eu un point haut bah, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines. Et donc ça paraît cohérent par rapport aux anciens points hauts des autres cycles. Donc c'est ça l'idée. Sur le tableau, on le voit plutôt en termes de chiffres, hein, c'est plus précis. Le nombre de jours depuis le précédent halving, ce qu'on appelle le halving, vous savez, c'est ce que j'expliquais, les cycles de 4 ans hein, qui sont divisés, l'impression monétaire de Bitcoin qui est divisée par deux tous les 4 ans. Et ça sert de cadence hein, pour les marchés. Et historiquement, on a eu des points hauts 366 jours après, 520, 540, et aujourd'hui on est à 570 jours à peu près, hein. Donc on a un cycle qui est cohérent avec la moyenne passée, donc avec les quatre cycles précédents. L'idée de cette slide, c'est de dire qu'on est plutôt dans les temps par rapport à l'histoire. Donc ce serait pas déconnant qu'on parte en marché baissier. Et pour la dernière slide, l'idée c'est de se dire, voilà, est-ce que les cycles du Bitcoin sont arrivés à leur terme? Est-ce qu'on a encore nos cycles de 4 ans historiques ou pas? Il n'y a pas de réelle réponse. En réalité, on n'en sait rien jusqu'au jour où ça arrivera. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on préserve le capital de nos clients. Donc on fait comme si les cycles existaient jusqu'au jour où ils n'existeront plus. Le jour où ils n'existeront plus, eh bien, on se réinvestira. C'est-à-dire, dans notre cas, on est sorti autour de 108 000 dollars. Euh, si par exemple le marché ne fait pas de cycle baissier et repart tout de suite à la hausse, eh ben, on se réinvestira. Et donc, on aura peut-être loupé une partie des gains, mais finalement, on aura protégé les fonds de nos clients. Voilà. Pour l'instant, la réalité des cours d'aujourd'hui et des semaines dernières, on se rend compte que les cycles, pour l'instant, sont sur la voie de la continuation. Mais on verra évidemment comment ça évolue. Donc voilà un peu la présentation. Donc c'est passé en trois parties hein. On est sur la fin de l'analyse de marché. Donc j'espère que ça a été intéressant et n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, même des questions basiques, hein. Il y a vraiment tout type de questions qu'on peut prendre sur n'importe quel sujet, à la fois sur les cryptos, sur le marché, sur comment notre modèle fonctionne. Voilà, il y a pas de souci. Voilà. Top, c'était top, Tristan. Merci beaucoup. Ouais, Euh, c'est top. En tout cas, c'est bon, le son, c'était bon, Véronique? Ouais. ouais, ouais, c'était parfait. Ok, Euh, ça marche. et ben, allez-y, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, que ce soit à la fois sur l'actualité du marché, l'investissement au sens large dans les cryptos, ou au sens plus spécifique de crypto asset management, pour qu'ils puissent vous éclairer au maximum. Alors, avant la présentation, oui, en fait, j'ai même enregistré, donc je vais vous envoyer à tous le replay. Ouais, Si c'est vous avez ça. continué, la dernière fois, on avait un souci d'enregistrement. On enverra les slides et l'enregistrement, pas de Mm. souci. N'hésitez pas, vous pouvez poser peut-être les questions à l'oral, là, hein, Ouais, ouais, allez-y, ouais, bien sûr. ça s'appelle plus facile que Mm. via le chat. Moi, je trouve que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pertinent d'aller investir maintenant, finalement, si on est un peu en haut du cycle? Et bah, je vais peut-être te laisser préciser un peu tes éléments de réponse, mais je pourrais Ouais, compléter bien si sûr. jamais. Alors effectivement, quand on pense qu'on est en fin de marché aussi, donc ça sous-entend une baisse. Alors baisse d'une dizaine de mois, donc c'est pas énorme en termes de temps. L'idée déjà, c'est de prendre connaissance de l'écosystème crypto, comment ça fonctionne, d'apprendre, de se renseigner dessus déjà avant d'investir, de trouver évidemment un partenaire, une entreprise, une société de gestion telle que nous, il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous devez travailler avec des sociétés PSAN, enregistrées auprès de l'AMF, hein, parce que c'est une obligation. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre société, et que vous avez fait vos recherches crypto, c'est intéressant d'y investir, d'investir dans les cryptos.
progressivement. Donc, c'est-à-dire mettez en place voilà, des virements permanents. Commencez avec un petit montant qui peut vous permettre de bien dormir. Surtout, le but, c'est vraiment de bien dormir avec sa partie crypto pour apprendre, bah, découvrir en fait, hein, tout simplement, parce qu'une fois qu'on investit, on découvre. Le fait d'être accompagné avec des sociétés comme nous, ça vous permet d'avoir quelqu'un au bout du téléphone, d'avoir quelqu'un qui gère votre portefeuille. Donc voilà, c'est vraiment un métier à part entière. Euh, Mhm. Ça, c'est vraiment les conseils essentiels. Si je peux donner aussi des conseils de ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas faire, je pense, c'est beaucoup de trading. Très très peu de gens réussissent à faire du trading. Et ceux qui réussissent, c'est de façon professionnelle, avec des outils professionnels. Alors je sais que ça donne toujours envie, acheter haut, vendre bas. Et à court terme, on peut faire des jolis gains, mais à long terme, on y est perdant. C'est vraiment, c'est un peu comme les casinos, hein, les statistiques. Sont plutôt perdants sur ce sujet. Donc attention au trading, faites plutôt de l'investissement. Alors il y a deux types de stratégies. Soit vous faites de l'investissement dans Bitcoin uniquement, et vous faites du DCA, vous les accumulez au fur et à mesure avec le temps et vous les détenez. Ça s'appelle une stratégie de hodler, hein, de personnes qui détiennent des bitcoins uniquement parce que c'est l'actif le plus sûr. Ça sera l'or numérique, hein, de demain, ça l'est déjà aujourd'hui. Et c'est une façon très simple d'investir dans le monde des cryptos. Et après, il y a les versions un peu plus évoluées, comme la nôtre, où vous allez justement chercher un peu plus de performance avec des gestionnaires de portefeuille. Alors, pour se former et pour s'informer sur l'investissement en crypto, il y a beaucoup de ressources. Cherchez plutôt des ressources gratuites. Il n'y a pas forcément besoin de payer des formations, surtout des formations de trading, des formations qui vous rendent riche. C'est pas vraiment utile. Plutôt des recherches sur YouTube. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a suivez les plus connus. Ça peut vous permettre vraiment, parce qu'en général, les plus connus, ben, forcément, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps. C'est des gens qui ont été plutôt validés par le marché et par l'audience. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu. Voilà, nous, par exemple, on a nos lettres investisseurs aussi, hein, que vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez vous y abonner gratuitement, hein. C'est nos lettres qu'on rédige tous les mois. On parle de l'écosystème crypto. Mais en tout cas, ouais, il faut se former, il faut apprendre, et il faut mettre des premières petites billes pour apprendre et découvrir. Ça permet vraiment de comprendre en fait. Le marché des crypto, Ouais. faut bien voir que c'est un peu comme Internet dans les années 2000. C'est-à-dire que Internet dans les années 2000, c'était vraiment ses débuts. Ça faisait déjà quelques années que ça existait, mais ça avait énormément de potentiel, hein, puisque l'apogée d'Internet, c'est aujourd'hui, c'est 25 ans après. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, dans le monde des cryptos, on est à peu près, en termes de taux d'adoption, dans les années 2001 d'Internet. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, dans les cryptos, on était autour de 60 millions d'utilisateurs dans les cryptos. Là, on est plus de 600 à 700 millions d'utilisateurs. On va se diriger vers le milliard d'utilisateurs et continuer. Donc, on est vraiment au tout début d'Internet dans les années 2000. Donc, quand on vous dit Bitcoin à 100 000, j'achète pas, c'est trop cher, on ne sait pas le prix. Au nom de quoi on peut savoir si c'est trop cher ou pas trop cher? En réalité, c'est qu'une question d'adoption. Et tant que l'adoption augmente et que la technologie continue de se développer, il est intéressant de rester investi sur ce marché. Donc, dans les années 2000, Internet avait un énorme potentiel. Aujourd'hui, les cryptos ont un énorme potentiel et l'apogée des cryptos, si je peux dire, sera dans une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Donc, on est vraiment qu'au début. Même si on n'est pas au tout, tout, tout début comme on pouvait l'être il y a quelques années, on est quand même au début global de tout ce que ça peut changer. Voilà. Ouais, très intéressant. Et je rajouterais aussi que, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur les cryptos en ligne. On peut vite être un peu noyé, en fait, par tout ça. Ouais. Et Il faut chercher plutôt les contenus où on explique comment ça fonctionne, pas le prix. Cherchez pas le prix. exactement. Les gens qui vont nous dire achetez là, vendez là, c'est pas vraiment ce qui est Exactement. intéressant.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de rechercher voilà, des chaînes YouTube. Il y en a plein. On pourra peut-être faire une liste dans notre retour de mail de sources qu'on peut recommander. Il y a des journaux pardon, très, très classiques, hein, type Cryptost, où il y a vraiment tous les. Voilà, c'est plutôt un journal qui est natif du monde des cryptos et qui est plutôt pertinent et qui va donner beaucoup d'informations. Voilà, après, voilà, les chaînes YouTube, voilà, on pourra faire peut-être une liste, Véronique, pour l'envoyer. Voilà. Avec plaisir. Ouais, J'ai une petite question, si c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Donc bonjour, donc merci, c'était très intéressant. Donc je pense qu'on est plusieurs à faire de la crypto, d'en avoir en asset. Moi, ce qui m'intéresse justement, ce serait plutôt le côté votre mode de rémunération justement sur ces gestions pilotées, ce qu'on fait sur d'autres types d'actifs. Mais voilà, donc comment ça fonctionne, quel est le principe, est-ce qu'il y a des paliers, des seuils? Oui, bien sûr. Alors, je pense que de toute façon, vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site, hein. Vous l'aurez en papier, enfin en numérique, hein, vous trouverez tout. Donc, nous, on a des frais de gestion, comme toutes les sociétés de gestion. On a des frais de performance liés à la performance, hein, tout simplement. On a des frais d'entrée. Ça va dépendre quel type de portefeuille vous choisissez. Donc, on a un seuil qui commence avec la partie découverte à partir de 5 000 € sous gestion. On a un autre seuil à partir de 30 000 et un autre à partir de 100 000. Voilà. Donc on a nos trois tarifs entre 5, 30 et 100. Voilà. Mais la gestion commence à partir de 5 000, sachant qu'on peut réduire ce seuil en faisant du DCA. C'est-à-dire qu'un client qui investit 4 000 € par exemple et qui souhaite intégrer 100 € par mois, on va pouvoir démarrer une gestion avec lui parce qu'on sait que dans les 12 mois, il va bien arriver au seuil de 5 000 € par mois. 5 000 € au total. Et Voilà, quand ça on c'est le arrive et quand début. on franchit le palier du dessus, on passe dans la catégorie suivante ou... Oui, oui, on peut passer dans la catégorie suivante et ça sous-entend une baisse du prix, D'accord. Donc un surtout sur les pourcentage plus frais. faible et, en fonction du nombre d'actifs qu'on vous met sous mandat, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça, surtout sur les frais d'entrée qui sont baissés. Après, Et nous, quand vous dites on fait, performance, du coup, c'est quoi? C'est plus vous générez de performance, plus vous prenez un petit ouais, on prend uplift? 20% sur la performance, ouais, tout à fait. Ok. C'est lié à la performance. Donc, notre objectif, c'est de faire de la performance, hein. Notre frais de gestion, c'est un peu les coûts fixes. Mais en Ouais. réalité, on ne vit pas avec ça. C'est surtout la performance. Donc, l'objectif pour nous, c'est de générer de la performance pour nos clients. Ce qui sous-entend en marché baissier de ne pas perdre de l'argent et en marché haussier d'en gagner. Donc, on est toujours propre au marché. C'est-à-dire vu qu'on ne fait pas de produits dérivés de vente à découvert, l'idée, c'est voilà, c'est de ne pas perdre en marché baissier et de gagner en marché haussier et de mieux gagner en marché haussier et de moins perdre en marché baissier. Bon. Grosso modo. Voilà. Et de ce que je comprends là, parce que vous aviez mentionné qu'en fait, la répartition pardon, du portefeuille était similaire à celui du gérant principal. Donc Oui. j'imagine du coup, vous ne faites pas cette classification entre enfin, profil risqué, enfin, très dynamique, ultra risqué. Est-ce que vous avez ces notions-là ou... Oui, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, la gestion du profil est différente entre moi personnellement et d'autres. En réalité, ce qui différencie, c'est l'allocation. C'est-à-dire que les jetons qu'on met en portefeuille, quand on trouve un bon jeton, c'est comme une bonne entreprise, en réalité, on n'en trouve pas tous les jours. Donc, en réalité, quand on a un projet, on le garde. L'idée, ça va être de le mettre avec des pourcentages différents selon les profils. Donc, on a des profils dynamiques, équilibrés et prudents. Et ces profils vont être adaptés à une certaine volatilité, risque, mais aussi performance, hein. Donc forcément, plus on a de risque et de volatilité, plus on peut avoir de performance dans le portefeuille dynamique. Et plus on va avoir des petits jetons qui ont plus de potentiel de gain. Et à contrario, les portefeuilles plus défensifs, plus prudents, on va avoir moins Hmm. de ces petits jetons et plutôt des majeurs et plutôt des stablecoins. Donc en marché baissier comme on est aujourd'hui, on est à 100% stablecoin de partout parce qu'il n'y a pas de raison de perdre de l'argent sur un portefeuille quand on pense qu'on a un marché baissier. Par contre, par exemple, lorsqu'on va arriver à la fin de la baisse, on va se réinvestir. On va peut-être se réinvestir de façon plus agressive avec les portefeuilles dynamiques et un peu moins avec les portefeuilles prudents. Voilà. Donc Et la toujours en jouant sur différence, sur vos 10 bitcoins sélectionnés du moment là. voilà, c'est ça. La différence, c'est vraiment l'allocation, mais en marché haussier classique, si on a 10 actifs, on va avoir ces 10 actifs-là dans le prudent comme dans le dynamique, mais on aura simplement beaucoup moins d'allocation dans les petites cryptos, dans le prudent que dans le dynamique. Voilà. Donc c'est vraiment une différence d'allocation, ce qui nous permet donc de réduire la volatilité, mais aussi de réduire la performance, hein, pour un portefeuille plus prudent.
Voilà. Merci. Après, bon, on a beaucoup de nos clients qui sont plutôt sur les parties dynamiques, le portefeuille dynamique, on se rend compte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils vont plutôt mettre une plus petite partie de leur patrimoine, mais cette partie qu'ils acceptent de mettre en crypto, c'est plutôt sur la partie à risque. Voilà. Parce qu'encore une fois, le risque est toujours proportionnel au patrimoine, hein. Quand il y a des clients qui me disent, enfin des personnes qui me disent j'investis pas dans les cryptos, c'est trop risqué, je leur dis bah mettez 1 euro et vous me direz bien, c'est pas risqué 1 euro. Pourquoi? Alors Parce que souvent, bah, c'est aussi souvent lié à la logique. Quand on est loin de l'objectif, on peut être plus agressif. Quand on se rapproche d'une certaine échéance où on veut libérer de tout à l'argent, fait. on a besoin Tout à d'être un fait. peu C'est pour ça plus qu'on fait, sécurisé. on Ouais. fait avec chacun de nos clients, on fait un rendez-vous de 1 heure. On définit les horizons d'investissement, on définit le risque que la personne est prête à prendre et on va justement bah, amener à mettre en place un plan d'investissement adapté au client qui est personnel, hein. Et effectivement, quelqu'un qui est proche bah, par rapport à un tout jeune qui veut construire un capital, qui va mettre enfin, qui va mettre des montants qui vont plutôt être tendance à augmenter et qui a un horizon très long terme, alors qu'on va avoir des plus anciens qui vont pouvoir mettre des plus gros montants, mais sur une gestion un peu plus courte, ils vont pas avoir des horizons de 15 ans. Voilà, donc ça va être propre à chacun. Voilà. C'est clair, merci. Ouais. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la partie. Alors, pour mettre des compléments d'information, nous, on ne détient pas les actifs de nos clients. C'est-à-dire que on n'est pas une banque, on n'est pas dépositaire. C'est-à-dire que les cryptos, enfin les fonds de nos clients, on ne les détient pas personnellement. On a des partenaires, notamment, voilà, on a trois grands partenaires qui travailleront avec nous. On a Tilvest, on a Swissquote Luxembourg, on a Alpin Capital. Ce sont les dépositaires. Donc, en gros, ce sont les banques et sociétés agréées par l'AMF pour détenir les fonds et fournir une infrastructure, c'est-à-dire un accès client, et à nous un accès manager. Et nous, on va gérer les portefeuilles de nos clients via cet accès manager. Donc l'idée, c'est que on ne détient pas les fonds, tout simplement parce que nous, on est une équipe de gestion et on n'est pas une banque crypto. Voilà, donc on utilise des banques crypto qui sont accréditées et autorisées à travailler en France, ce qui fait que finalement, il y a trois parties, hein. Il y a le client, il y a le gérant, nous, et la banque crypto. Voilà. C'est un peu le même modèle qu'on a en finance traditionnelle, hein. Un gérant de portefeuille en finance traditionnelle n'est pas le dépositaire des fonds. Voilà. Et puis sur la partie euh, sélection des jetons, j'y reviens un peu. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des jetons qui génèrent des revenus. Voilà. Il faut bien savoir que tout ça, c'est numérique. Trop souvent, on entend dire tout ce qui est numérique virtuel, ça n'a pas de valeur. C'est pas vrai. Aujourd'hui, Google est une des sociétés les plus valorisées. Ils fournissent un moteur de recherche, hein, donc totalement numérique. YouTube en fait partie. Voilà, Facebook, c'est totalement numérique. Instagram, totalement numérique. Enfin, Airbnb, totalement numérique. Absolument tous les services d'aujourd'hui qui sont les plus fournis auprès des gens sont numériques. Donc la numérisation ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur. Au contraire, ça peut optimiser beaucoup de choses. La blockchain optimise beaucoup plus et beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, si on veut faire un transfert de valeur avec du Bitcoin, voilà, je peux envoyer, je sais pas, 100 millions d'euros d'un pays à un autre en une fraction de seconde pour le prix de 0,001 centime, enfin de extrêmement très faible prix. Je peux envoyer des millions d'un côté à un autre de la planète, alors qu'en banque traditionnelle aujourd'hui, si vous essayez de faire transférer quelques milliers d'euros dans un pays à un autre, ça va être très compliqué et vous allez avoir des frais qui sont énormes. Donc ça fait partie des cas d'usage de Bitcoin qui sont le plus important. Il faut savoir que Bitcoin a plein de cas d'usage. C'est pour cette raison que c'est la crypto qui a le plus de réussite. Le premier, c'est les transferts transfrontaliers qui peut être intéressant pour certaines personnes, peut-être pas forcément nous personnellement, hein. Nous, en tant qu'Occidentaux, ça ne nous intéresse pas forcément de faire des paiements parce qu'on a des infrastructures, on a déjà des cartes bleues, mais le monde est plus grand que nous, hein, donc le monde est très grand et il y a plein de pays dans lesquels ils n'ont pas les infrastructures pour faire des paiements et donc grâce à Bitcoin, ils l'obtiennent.
plein d'autres pays où ils cherchent à faire des transferts transfrontaliers sans avoir beaucoup de frais. On imagine des pays comme le Salvador avec une personne de la famille qui travaille aux États-Unis, qui gagne bien sa vie, qui veut envoyer de l'argent à sa famille. Aujourd'hui, peut-être qu'avant Bitcoin, elle passait par Western Union, elle se faisait couper presque 20% de ses transferts en frais. Aujourd'hui, avec Bitcoin, c'est 0,01% de frais. Donc voilà, si elle envoie 1000 euros, sa famille reçoit 999, alors qu'avec Western Union, ils ne recevaient que 800, quoi. Donc ça, c'est un cas d'usage important. Le réel cas d'usage le plus important du Bitcoin, c'est surtout sa quantité limitée, sa capacité à avoir que 21 millions de jetons et on ne peut pas changer ça, c'est-à-dire que personne ne peut le changer. C'est vraiment ancré et donc ça sous-entend qu'il n'y a pas de politique monétaire. En tout cas, la politique monétaire du Bitcoin, elle est fixée, donc tout le monde la connaît. Et ce qui permet aujourd'hui, pour un détenteur de Bitcoin, de fractions de Bitcoin qui va en acheter, d'être certain que ces jetons-là ne seront pas dilués dans le temps, comme malheureusement nos euros et nos dollars, hein, en tout cas, qui sont très dilués et qui sont toujours en cours de dilution au fil des années, ce qui fait qu'en réalité, nos jetons, pardon, nos dollars et euros, hein, qui sont des formes de jetons, hein, perdent de la valeur au fil du temps. Et c'est pour cette raison qu'en réalité, on parle souvent d'inflation, mais la réalité, c'est pas vraiment une augmentation des prix, hein. C'est surtout une réduction de la valeur de nos euros et de nos dollars qui sous-entend une augmentation des prix, hein. Le prix d'un coiffeur ou dans le temps. Par exemple, je prends souvent l'exemple de l'heure, hein, une once d'or, 31 grammes d'or, à l'époque des années il y a 2000 ans, ça valait à peu près une vache. C'est tout bête à dire, hein, mais 2000 ans plus tard, 31 grammes d'or, ça vaut à peu près une vache. Ça vaut à peu près 1500-2000 euros. C'est le prix d'une vache. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, la vache a pas plus ou moins perdu de valeur. La pièce d'or, pareil. Par contre, en termes d'euros, ça n'a rien à voir. Donc, il faut bien se rendre compte que l'or, c'est une réserve de valeur. Et le Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur 2.0, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies d'Internet. Alors, il ne faut pas confondre réserve de valeur et valeur refuge, c'est deux choses différentes. Réserve de valeur, ça veut dire qu'on le garde et que ça va conserver sa valeur, voire l'augmenter dans le temps. Et une réserve de valeur, c'est pas pareil. Une réserve de valeur, c'est que quand tout le monde panique, on fonce vers la réserve de valeur. L'or a ce statut de réserve de valeur, le Bitcoin ne l'a pas forcément, pas encore en tout cas. C'est-à-dire que quand les marchés descendent, le Bitcoin en général il descend aussi, il est assez corrélé, à court terme en tout cas. Mais à long terme, toute personne qui a détenu du Bitcoin depuis plus de 4 ans a été en positif. C'est vraiment quelque chose de historique que vous pouvez vérifier. Vous prenez un point sur la courbe, vous attendez 4 ans, vous serez au-dessus de l'ancien prix. Et donc, toute personne qui a acheté du Bitcoin à un moment, s'il le détient suffisamment longtemps, il sera en positif. Et pourquoi en réalité? C'est surtout parce que c'est une question d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a 21 millions de jetons, il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'écosystème des cryptos et le Bitcoin, et de plus en plus de gens qui veulent en acheter, et donc forcément, bah, mécaniquement, ça fait augmenter le prix. Voilà. Désolé pour cette petite parenthèse. Voilà. Il n'y a plus trop de questions. Il y en a d'autres. N'hésitez pas, hein. Bon, ok. Voilà. Je sais pas si Ok. Véronique, toi tu en as d'autres, ou sinon. Non, là, je pense que c'est bon. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, on fasse un mail. Dedans, en fait, on va repréciser effectivement les différentes sources Ouais, de on va faire une petite formation, liste de sources d'informations que tu intéressantes. peux avoir, mettre la présentation, le replay, Ouais, et le lien vers le site, effectivement, pour les modalités, pour ceux qui sont intéressés éventuellement d'aller plus ouais, loin. bien sûr. Si vous êtes intéressé, Voilà, n'hésitez faire un pas, petit hein. résumé, et puis comme ça, En tout chacun. cas, nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner tout le long nos clients. On a plein de nos clients qui nous appellent régulièrement. Voilà, j'ai besoin d'avoir telle info, je suis inquiet à propos de ça. Et puis en général, bah,
on éduque finalement, parce que voilà, quand on lit sur les journaux télévisés, le Bitcoin a baissé, bah, c'est en général très catastrophique, hein. Il est passé de 120 à 110 alors qu'en fait on vient de 15 000 dollars. Donc il faut vraiment avoir du recul sur ce marché. Il faut étudier régulièrement. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc, bah, une fois que nos clients nous font confiance, bah, ils restent investis avec nous sur le long terme. Vaut mieux payer quelques frais de gestion et pas faire des bêtises que nous, on a pu faire, hein, dans le passé. C'est ce qui fait on essaye de s'améliorer avec le temps, plutôt que d'attaquer par soi-même une gestion, en tout cas avec des montants plus importants, sans expérience, quoi. Voilà, moi, ça me viendrait pas l'idée de faire ma baguette de pain d'un coup un jour en me disant, allez, je vais faire mon pain ou je vais faire un autre métier. Donc, c'est vraiment un métier à part entière, donc il faut bien faire attention. Mais après, ça peut s'apprendre quand même au fil du temps, mais il faudra du temps. Voilà. Je confirme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'informations de partout et on peut vite être Ouais. noyé par tout ça ou faire beaucoup d'erreurs Ouais, en bah, faisant pour être ça. honnête, j'ai un client, par exemple, enfin, c'est pas un client, mais une personne qui m'a appelé et qui m'a expliqué que, bah voilà, elle était tétanisée par la baisse depuis pas longtemps. Et en fait, on lui avait conseillé de vendre et de reprendre sur une gestion professionnelle. Et elle avait été tétanisée par la baisse parce qu'elle avait subi des pertes et elle n'a pas bougé. Et donc, ces pertes ont encore amplifié. Et en fait, on se rend compte que finalement, bah, il valait bien mieux payer un peu de frais et être sous une gestion plus professionnelle, plutôt que de rester tétanisé et de faire, avec des montants importants, de faire des choses qu'on comprend pas en tout cas ou qu'on connaît pas assez, quoi. Voilà. C'est un peu le problème qu'il y a derrière l'argent, c'est que c'est vraiment la source, le reflet de toutes ces C'est craintes ça. Puis les passionnelles. cryptos, ça paraît accessible Mhm. en fait. Donc, enfin, c'est accessible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très facile à acheter, vendre, trader. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de détenteurs de crypto que de détenteurs d'actions, hein. Alors qu'en réalité, en France, hein, on a 12% de Français qui détiennent des cryptos et on a 10% de Français qui détiennent des actions. Alors, c'est pas le même montant. Les actions qui sont détenues, c'est des gros montants. Les cryptos, ça va à plein de petites personnes, y compris le gars qui a 15 euros de crypto, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup pénétré le marché des Français, en tout cas. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Moi, j'ai Bon, une bah, dernière merci beaucoup. question. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce type de webinaire pour une prochaine fois, qui Ouais, pourraient justement vous aider à vous éduquer, à vous familiariser avec ce marché-là? Et soit vous avez la réponse maintenant, soit vous l'avez plus tard et vous me la partagez par mail. ouais, Parce voilà, on fait régulièrement des webinaires avec Tristan et on essaie d'ajuster effectivement le contenu en fonction des besoins de chacun. Donc, n'hésitez pas à partager vos envies. ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en tout cas, nous, la première partie, c'est la présentation. La deuxième, c'est comment on choisit nos jetons. Et la troisième, c'est un point de marché. Et après, bon, voilà, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous trouvez qu'il vaudrait mieux appuyer, on peut adapter évidemment nos présentations voilà, en fonction des besoins de chacun. Parfait. Et bien, Ça s'il n'y a pas marche. plus Bah, de merci beaucoup en questions, tout on cas. va s'arrêter là. Oui. Merci à Merci tous. bien. Au Passez une bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée. Au Merci, au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Merci. revoir.